Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est aussi discrète qu'indispensable au bon déroulé d'une course. C'est vrai que s'exprimer en public n'est pas son exercice préféré, parler d'elle encore moins. D'ailleurs, elle m'a prévenue, je ne vais pas être du genre à faire des grands monologues. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir de l'aplomb. Et quand elle dit, on l'écoute. Son amour pour la mer, c'est à La Rochelle qu'il va grandir. Avec une maman 6 fois au départ de la course de l'Aurore, puis de la Solitaire du Figaro, forcément, elle a eu un avant-goût des embruns. Pourtant, le coup de foudre n'est pas arrivé tout de suite. Ça a pris un peu de temps. Et puis les régates au lycée, le match race en équipage féminin ont forgé ce qui allait devenir sa grande passion, pas toujours évidente à concilier avec les études supérieures. Le tournant, c'est sans doute le Tour de France à la voile. Navigatrice d'abord, elle va ensuite entrer dans l'organisation sportive de l'épreuve. Un CV, envoyé, qui fera écho. Et ça ne va plus jamais s'arrêter. Ça, des heures passées sur le bateau comité qui tangue dans tous les sens, elle a donné. Aujourd'hui, tout comme le fut Sylvie Vian, son mentor, elle est une des très rares femmes à occuper un poste dans les directions de course. Elle les connaît bien d'ailleurs, toutes ces grandes épreuves. Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Vendée Globe, elle les a toutes faites. Son chemin est fait d'audace, de rencontres qui l'ont fait grandir, qui ont fait aussi confiance à la grande professionnelle qu'elle est, à la jeune femme droite et fidèle aussi. Et puis elle a su rebondir, tracer sa route, tenter des aventures. Elle a le souci de rendre les événements les plus beaux, les compétitions les plus réussies, le souci des marins, toujours et avant tout. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, elle est en plein Tour de France à la voile version 3.0. Elle a trouvé un moment pour être avec nous, entre 2 écluses, 2 étapes, 2 arrivées à pointer, 2 départs à lancer. Claire Renoux est l'invitée de ce dernier épisode de la saison 2 de Navigante. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène et merci pour cette invitation. Tout va bien? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance là? Parce que comme on l'a dit, tu es en plein Tour de France. Ça donne quoi? Ça en est où? Tu fais quoi? Eh bien, là, je suis à Deauville pour l'arrivée de l'étape qui faisait Dieppe-Deauville. Et malheureusement, avec les conditions météo, on a eu quelques petites situations à gérer ce matin. Les bateaux ont dû rallier le Havre à cause de la météo et l'entrée difficile à Deauville. Donc, quelques petits soucis à régler, mais tout est en ordre maintenant. C'est des petits moments de stress? C'est pas du stress, mais bon, c'est jamais agréable de devoir changer le programme établi en dernière minute. Bon Claire, je vais commencer avec ma question rituelle que tu connais puisque je sais que tu écoutes les épisodes de Navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Alors, évidemment qu'elles ont leur place, hein. Je vais pas dire le contraire, étant moi-même dans ce milieu-là. Et de plus aussi avec une maman qui a été skipper
à des époques où il y avait très peu de femmes. Donc l'évolution aujourd'hui montre que il y a de plus en plus de femmes et donc l'évolution va dans le bon sens. Alors, on va commencer par les débuts justement de ton histoire d'amour avec la mer. Ça commence principalement avec ta maman, c'est ça l'histoire ou pas vraiment? Je pense pas vraiment parce que bon, c'est vrai que maman a été skipper il y a quelques années sur les courses de l'Aurore et la solitaire. Moi, à cette époque, j'étais très jeune, donc je crois que j'ai fait mon premier convoyage, j'avais 3 mois, mais c'est pas là que je pense j'ai eu le goût de la mer et de la voile. C'est venu beaucoup plus tard avec les ambiances autour des courses sur lesquelles elle m'emmenait, et après avec les copains, les trophées des lycées, où là ça a commencé vraiment à me titiller. Alors justement, quand ça commence à te titiller et que tu étais plus grande forcément, ta maman et ce qu'elle avait réussi, tu voyais ça comment? Tu prenais conscience de ce que ça veut dire justement? Parce que comme tu le dis, à l'époque, il y en avait encore moins des femmes qu'aujourd'hui à la barre des bateaux. Bah, c'est vrai qu'à l'époque où elle courait, je crois qu'elles étaient 2, donc 2 ou 3, donc alors qu'aujourd'hui, on voit sur les Vendée Globe, les Mini, il y a de plus en plus de femmes. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai fait ma route et je pense qu'elle en est fière aussi de se dire que voilà, je suis dans un milieu qu'elle apprécie aussi. Elle était pas, modèle ou toi tu trouvais ça normal ce qu'elle faisait? Comme je t'ai dit, j'étais assez jeune, donc c'est vrai que moi, elle partait comme des parents partent en vacances ou voilà, donc donc j'ai jamais trop fait attention puisque on était chez nos grands-parents ou c'est mon papa qui s'occupait de nous, donc je sais pas si j'ai vraiment fait Réalisée? attention à ça, réalisé, fait attention à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'au fond de moi-même, quand même, il y a des choses qui sont ancrées et que j'ai vécues et je pense que ça fait partie de l'histoire. Donc je peux pas le renier. Alors tu dis que ça commence effectivement avec, les ambiances, de régates, au lycée. Comment est-ce que tu commences par être, à être piquée par le virus? Bah, c'est vrai que j'ai commencé la voile, donc j'ai fait un peu d'optimiste, je pense comme tout le monde, voilà. Et après, j'ai arrêté. Et au lycée, effectivement, il y avait une section voile où je me suis inscrite et où il y avait des entraînements régulièrement. Et j'ai ensuite enchaîné effectivement avec les courses en classe 8, trophée des lycées, et ensuite du match racing à la fac, en équipage féminin pour le coup, puisque c'est à cette époque, c'est vrai que pour les filles, c'était pas forcément évident d'aller naviguer sur des équipages mixtes, donc le match racing féminin était un bon tremplin aussi pour pouvoir naviguer. Et c'est vrai que au fil de ces régates, on fait des rencontres et j'ai donc avec une amie rencontré des personnes qui nous ont proposé d'aller faire des petites animations sur le Tour de France à la voile par la suite. C'est là que ça commence l'histoire? Et l'histoire commence là, comme aujourd'hui, je retourne à mes premiers amours. Non, le Tour de France, bah oui, j'ai une de mes équipières qui partait sur le Tour de France à la voile en 2000 et il y avait des animations à faire dans les villes avec des Beneteau 25 pour organiser des baptêmes en mer. Et il restait une place et donc elle m'a proposé d'intégrer l'équipe. Et en arrivant sur ce tour, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit que l'année d'après, je voulais travailler sur cet événement. Et j'ai donc envoyé un CV, comme tu l'as dit en introduction, qui a été reçu par Sylvie Vian. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Est-ce que tu avais fait une lettre de motivation? Et il y avait quoi si tu l'avais faite cette lettre de motivation? Il y avait quoi dedans? Comment on fait part de son envie, jeune comme ça pour intégrer une épreuve comme ce qu'était le Tour de France à l'époque? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je me souviens plus du tout. Je sais que j'ai envoyé un CV, donc avec mon parcours nautique, mais qui était pas non plus très étoffé. Et j'ai sûrement dû faire une lettre de motivation, mais alors te dire ce qu'il y avait dedans, je me souviens absolument pas. Et ce qui est drôle, par contre, c'est que j'ai pas dit qui j'étais. Et pour le coup, maman connaissait très bien Sylvie puisqu'elles avaient navigué ensemble
sur une transat, et c'est après coup, après quelques jours ou semaines de Tour de France à la voile, où on a fait le recoupement de qui était qui. Ah, Et c'est t'as pas voulu être pistonné, quoi. pas du tout. Et donc c'était assez drôle après de refaire l'histoire, et d'ailleurs on en parle encore, et c'est assez drôle. On va évidemment dérouler tout ça, mais j'ai quand même une petite question qui me titille. Ça t'a jamais traversé l'esprit de faire plus carrière sur l'eau en tant que navigatrice, en tant que compétitrice? Ça m'a titillé un peu. Alors le solitaire, je sais que non, ça c'est sûr, parce que je pense pas forcément avoir les compétences, ou je ne sais pas en fait. Et ça, je suis pas sûre que ça me plaise. Et en équipage, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné direct dans le métier d'organisation, de direction de course, comité, et ça m'a plu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps de naviguer, même en équipage, ou des petites régates de club, voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu moins sur l'eau. Comment est-ce que ça commence cette histoire? Tu fais quoi dans cette première année Tour de France à la voile qui va lancer ta carrière quand même? Est-ce qu'on Eh apprend bien, sur le tas en fait tout ça, tout ce qu'on te demande de faire? Comment ça se passe? bah, c'est vrai que donc première année, donc avec Sylvie Vian, donc quand même une grande dame de la course au large, qui a été, comme tu l'as bien dit, mon mentor, hein, celle qui m'a appris le métier, et que je remercie tous les jours, et avec qui je suis encore en contact régulièrement pour échanger sur la suite de ma carrière, sur les courses sur lesquelles je collabore. Donc, elle est toujours présente. Et la première année, je crois que j'étais dans l'équipe direction de course, puisque Sylvie était directrice technique. Et donc, je l'assistais sur toutes les missions nautiques, et qui lui étaient attribuées. Ça a été important à quel point d'avoir Sylvie justement pour te prendre sous son aile justement au départ. Est-ce que tu as le sentiment, alors au-delà du fait qu'il y avait évidemment ce truc familial avec ta maman, mais que tu as caché quand même au début, hein, bien sûr. On a vraiment le sentiment qu'elle t'a prise sous son aile, comme s'il y avait une transmission de flambeau. Et puis la façon dont t'en parles, enfin moi ça m'émeut en fait de t'entendre parler d'elle comme ça encore aujourd'hui. Bah, je pense qu'effectivement, oui, il y a eu une transmission, et puis l'envie comment dire, oui, de transmettre cette passion, ce métier. C'est vrai que une fois ce premier tour de France, elle m'a emmenée sur des courses un peu plus grosses, que sont la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, que j'ai commencé en 2002 sur la Route du Rhum, 2003 la Jacques Vabre. Elle m'a emmenée sur le Vendée Globe en 2004, où elle était, elle, comité de course. Donc en fait, je l'ai suivie pendant quelques années sur tous ces beaux événements, et c'est là où je pense que le virus est passé, quoi. Qu'est-ce qui, justement, au fil de ces années-là, alors ce qu'il faut préciser, hein, si je me trompe pas, c'est que quand tu fais toutes ces courses-là avec Sylvie, c'est un peu sur ton, on va dire, sur ton temps libre, sur tes vacances, parce que c'est pas encore ton vrai métier. Je mets des guillemets à tout ça, hein, bien sûr. Qu'est-ce que ça réveille chez toi comme envie? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît, c'est déjà vivre ces super événements, d'être au contact des marins, d'apprendre, de commencer à apprendre le métier, et puis surtout d'apprendre de personnes telles que Sylvie, qui ont eu un bagage énorme, que ce soit en tant que navigateur ou de comité, direction de course. Pour en faire un métier. Alors c'est vrai que, comme tu le dis, ça n'a pas été tout de suite mon métier, puisque j'étais étudiante, puis après c'était pendant mes vacances, puisque quand j'ai voulu commencer à travailler là-dedans, j'ai pas trouvé forcément tout de suite une place
ou un endroit pour satisfaire cette envie de travailler dans le milieu. Et donc j'ai fait en sortie de fac 4 ans dans le cabinet de comptable de mon papa. Donc ça a été une expérience alors qui me sert aujourd'hui. Je vais pas dire le contraire pour certains domaines, mais c'était pas vraiment une passion. Mais comme je passais toutes mes vacances et mes temps libres sur les événements, ça m'a permis de continuer à rester dans le milieu et de rencontrer des personnes qui par la suite m'ont Vont poussé t'ouvrir dans la porte que tu attendais. exactement. J'ai quand même une petite question quand tu dis que tu as pas réussi à trouver, du travail, tout de suite, c'est quoi? C'est qu'on faisait pas confiance aux filles? Ah, je pose ma question un peu de façon abrupte, hein. Je sais pas si c'est ça parce que après est-ce que j'ai cherché assez, il y avait pas beaucoup d'organisation, donc c'est vrai que dans ce milieu-là, c'était quand même assez, j'ai pas envie de dire fermé, mais il y avait très peu d'organisations et de gens qui travaillaient sur ces organisations, donc c'est surtout des prestataires. Et moi je sortais de fac et je savais peut-être pas trop comment m'y prendre pour rejoindre ce genre de structure. Et donc voilà, je me suis dit je continue à passer du temps sur les événements, Engranger de l'expérience, quoi. ouais, engranger de l'expérience, se montrer surtout, parce que je pense que si tu te montres pas, on ne voit pas, donc on sait pas que on sait pas que t'existes, mais on sait pas que potentiellement tu as envie de travailler sur tel ou tel événement. Donc c'est vrai que dès que Sylvie me proposait de partir sur un événement, je saisissais l'occasion. Est-ce que, c'était de faire un peu violence que justement, dire que tu étais là et tu existais, toi qui es si discrète? Je pense, Ouais. tu vois, je pense aux jeunes filles aussi qui nous écoutent, aux jeunes femmes aussi qui nous écoutent et qui, voilà, n'osent pas, forcément. Est-ce qu'il faut se faire un peu violence de temps en temps? J'ai envie de te dire oui, même si c'est pas mon fort. Donc, comme tu dis, je suis assez discrète et j'aime pas trop parler. Donc, c'est pas moi qui forcément va aller vers les autres. Mais c'est sûr que si tu restes dans ton coin et que tu te montres pas, on ne pense pas forcément à toi. Claire, en 2006, comme tu as commencé à l'évoquer, il y a cette rencontre avec, Pierre Bogic et Jean Morel avec, cette grande structure, qui était Penduic à l'époque. Et là, tu vas pouvoir sabrer le champagne parce que ce sera ton premier boulot, ton premier poste, officiel. Tu nous racontes cette rencontre et justement ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que cette porte, elle s'est ouverte à ce moment-là? Eh ben écoute, je suis partie donc effectivement sur cette route du Rhum 2006, donc toujours aux côtés de Sylvie Vian, dans l'équipe qui était l'UNCL à l'époque, puisque c'était l'UNCL qui régissait un peu tout ce qui était la sécurité en mer à cette époque. Et donc je faisais partie de cette équipe et j'ai donc c'est au moment de l'arrivée en Guadeloupe où Jean Morel, Pierre Bogic et Mathieu Sarraut m'ont évoqué éventuellement qu'il pouvait y avoir une place chez Pendwick pour s'occuper de toute la coordination nautique et la relation avec les skippers. Je pense qu'effectivement, ils m'avaient vu un peu travailler avec Sylvie, vu que j'étais dans le même bureau qu'eux pendant toute cette période de route du Rhum. Ils m'ont vu évoluer à leur côté, et je pense que en voyant tout ce que je faisais, les compétences, j'imagine, que j'avais à l'époque, voilà, se sont dit pourquoi pas créer un poste, parce que c'était une création de poste qui n'existait pas dans la structure, et donc créer ce poste de coordinatrice nautique au sein de Pendwick. Alors ça veut dire quoi, coordinatrice, nautique? Eh bien, écoute, j'étais en charge de toute la partie, on va dire,
nautique des événements. Donc ça va de l'inscription des skippers sur les courses, donc tout le relationnel qu'il peut y avoir en amont des événements, tout ce qui est relation avec les autorités maritimes, donc les déclarations de manifestation nautique à rédiger avec le directeur de course, donc qui était Jean Morel à l'époque. Et puis voilà, les plans de port, les gestions de pontons, de places au port, d'équipes techniques, etc. Ça ne s'arrête jamais ce genre de boulot en fait quand tu es sur un événement? Bah, quand tu es sur un événement comme ça, non, ça s'arrête pas parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire que c'est ça qui est passionnant, c'est que en fait, tu touches un peu à tout, tu es en relation avec les marins, tu es en relation avec les ports, avec différentes personnes, donc c'est assez chouette d'évoluer dans cet univers. Ouais, puis j'imagine que tu as tous tes neurones qui fonctionnent en même temps parce que là, il faut que, voilà, faut que tout carbure super bien. Tu as quel genre justement de rapport avec les navigateurs et les navigatrices à l'époque et même aujourd'hui, maintenant? Bah, à l'époque, comme je suis assez réservée, Ah bon? j'observais, je pense. Et c'est vrai que maintenant, bah, ça fait quand même 20 ans que je suis dans le milieu, donc je pense que les gens maintenant me connaissent et voient mes compétences et puis l'évolution que j'ai fait dans le milieu. Donc maintenant, j'ai des relations, je pense, très saines avec les skippers. Ils savent qu'ils peuvent me faire confiance sur certains points. Moi, Non, ou même quand il y a des moments un peu tendus, parce que ça arrive aussi, des moments tendus avec, entre l'organisation, la direction de course, les skippers, comment on gère ces moments-là? Ben, ça se gère assez bien parce qu'en fait, moi, la place que j'avais, c'était un peu effectivement le tampon entre l'organisateur et les marins. Donc, quand ils voulaient faire passer des messages à l'organisateur, ou ça passait effectivement plutôt par moi, et on essaye d'atténuer un peu les tensions qui pourrait y avoir. Et inversement, dans le sens organisateur-skipper, où bah, des fois, faut un peu dire aux skippers qu'il y a des choses qu'il faut respecter par rapport à l'organisation. Et voilà, donc je pense que dans les deux sens, ce poste était un poste clé pour temporiser les relations entre chacun. Et que tout se passe bien. Il faut quoi comme, alors je sais que c'est difficile, hein, de parler de toi, Claire, je le vois d'ailleurs, hein, on va dire à nos auditeurs, moi j'ai la chance de voir Claire en Ouais. face de moi et je sais que c'est douloureux quand il s'agit de parler de tes, voilà, de ton professionnalisme, de la grande professionnelle que tu es, de toutes ces aptitudes que tu as. Est-ce que tu peux nous les décrire? Il faut quoi comme aptitude pour faire ce métier-là? Et là, elle vient de lever les yeux au ciel en mode: «Oh là là, il va falloir que je parle de moi encore». Tu as vu, j'ai pas dit Quelle qualité, j'ai dit aptitude pour te Ouais, rendre la chose un peu plus plus douce. facile. Non, des aptitudes, bah, faut savoir, je pense, déjà, écouter. Écouter, ce que chacun pense, en fait, et voir comment on peut arriver à faire des choses qui vont dans le sens, à la fois des marins et des directions de course ou organisateurs, etc. Donc je pense que ça, c'est très important. Après, il faut savoir aussi des fois, ben, être ferme pour pas se faire marcher sur les pieds, entre guillemets. Et Et ça, puis, c'est facile d'être ferme et de pas se faire marcher sur les pieds? non. Non, être ferme, bah, c'est pas tout le temps facile. Claire, on va continuer évidemment, mais là, comme ça, à brûle pour point, si je te demande, le plus chouette moment que tu aies vécu? Là aussi, il y a levé de sourcils parce qu'évidemment, il doit y en avoir plein. Alors, il y en a plein parce que sur chacune des courses, il y a toujours un moment magique.
Moi, ce que je retiens, c'est, il y en a plusieurs, hein. Il y a effectivement, les arrivées, des, transats comme, Route du Rhum où, pour moi, c'est pas forcément les premières arrivées qui sont les plus touchantes, j'ai envie de dire, mais celles des deuxième partie de flotte ou les derniers qui ont vécu des choses peut-être un peu plus dures que les autres et où c'était le rêve de leur vie d'arriver de l'autre côté. Et c'est vrai que ça, j'ai vécu des moments assez forts sur certaines arrivées. Après, c'est d'avoir travaillé avec des gens tels que Sylvie et Jean Morel, auprès de qui j'ai beaucoup appris et qui font que je pense je suis là aujourd'hui. Et voilà. Et puis non, c'est sur chacune des courses, il y a forcément un moment que tu retiens. Elles sont toutes différentes et il y a toujours un moment magique à vivre sur ces événements. C'est quoi le sentiment du travail bien fait dans ton travail? Alors moi, j'ai toujours l'impression que J'étais il est sûre! qu'il manque toujours un petit truc pour qu'il soit au top du top, mais je sais que je suis assez carrée et assez strict Perfectionniste? et perfectionniste et un peu stricte dans mes façons de travailler. Donc j'aime bien effectivement aller au bout des choses et c'est vrai que quand il reste des incertitudes ou des doutes ou quoi, j'aime pas trop là, ces situations-là. Et j'aime bien aller au bout des choses pour finaliser le travail à faire. Et alors effectivement, je suis obligée de te la poser la question aussi. À l'inverse, c'est quoi, le sentiment de on est passé à côté de quelque chose ou, ça veut dire quoi quand ça se passe mal, en fait? Et comment on gère ces moments-là? Quand ça se passe mal, je pense qu'il faut quoi, c'est difficile à dire, mais en fait, t'as pas le temps par exemple, sur des situations de crise, t'as pas le temps de stresser, de penser à autre chose ou De paniquer, en de fait? paniquer. Faut juste penser à tout ce que tu dois faire et pour aller le plus rapidement possible au dénouement de la situation. Donc, t'as pas le temps de penser, de douter ou quoi que ce soit. Donc, les situations comme ça, c'est, tu le vis En sachant ce qu'il faut faire de toute façon, en fait, puisque vous êtes préparés quand même à ça? on est préparé, mais t'es jamais préparé à toutes les situations qui peuvent arriver. Donc, euh, on connaît notre métier, on sait quelles sont les procédures et en fait on les applique. J'ai pas envie de te dire bêtement, mais euh, voilà, on, on va au bout de notre mission et après tu peux te dire, c'est après coup que tu te diras alors qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, à quoi j'aurais pu penser en plus ou voilà. Mais comme chaque situation est différente, en fait, t'as pas un tableur Excel qui te dira tu fais ça dans cet ordre-là et c'est comme ça. Est-ce que tu te souviens comment tu as réagi quand, tu as vu sonner la ligne rouge lors du Vendée Globe, 2021? Puisque je crois que c'était toi qui venais de prendre ton quart au moment où le cross appelle pour, dire que Kevin Escoffier était en détresse. Tu te souviens, toi, de la façon dont ça bascule peut-être dans ta tête ou je sais pas, le cœur qui se serre ou ça bascule et on bascule en mode, justement, alarme, quoi? Alors effectivement, je venais de prendre mon car. Jacques Carès venait de quitter le bureau et le téléphone sonne et le cross au bout du fil qui dit qu'une balise s'est déclenchée. Alors j'avais pas encore toutes les informations
Et donc, on échange avec le CROSS assez rapidement, qui nous dit qu'effectivement, il y a un bateau qui était actuellement dans les mers du Sud et qui venait de déclencher une balise. Et je venais de raccrocher et là, je vois Jacques arriver dans le bureau. Donc, je me suis dit que il était encore là, donc on pouvait échanger. Et lui venait d'avoir l'équipe technique de son côté qui avait reçu le fameux SMS de Kevin. Donc en fait, les choses se sont passées très rapidement. On a fermé la porte du bureau, on s'est mis derrière nos ordinateurs et après, la procédure a été lancée. On a rappelé les deux autres adjoints qui étaient off à ce moment-là et tout le monde s'est retrouvé dans le bureau pour gérer la situation. Mais pas de moment de stress. Bah, tu sais que faut agir et puis voilà, tu lances la machine et tu réfléchis pas et t'y vas. Il faut quelle dose de sang-froid? Sûrement une sacrée dose, mais mais je sais pas comment tu la quantifies. Quand, cette histoire se termine, fort heureusement, très bien, tu te souviens, toi, le sentiment que tu as pu avoir quand tu as su que Kevin était sain et sauf, était à bord du bateau de Jean Le Cam? Quand on a mis tout ça en branle, justement, comme ce que tu viens de nous expliquer, le sentiment qui t'a habité à ce moment-là? Bah, c'est vrai qu'on a suivi toute cette gestion de crise de A à Z avec avec en plus Jean Le Cam qui avait son Skype allumé, donc quand il a effectivement eu Kevin à bord et qu'on a vu deux jambes dans le fond de son écran Skype descendre à l'intérieur du bateau, là on a tous entre guillemets explosé de joie dans le bureau. On savait qu'on avait été au bout des choses, même si on a mis quelques heures avant de avant de se dire que ça allait bien finir. On s'autorise à pleurer? Non, on n'a pas pleuré, on a plutôt sauté de joie. C'était plutôt voilà un sentiment de on a réussi et on a sauvé une vie. Hem, on va revenir un petit peu en arrière puisque cette question sur les bons et les mauvais moments, m'ont fait un peu digresser et avancer jusqu'à 2021. Tu vas rester 13 ans, avec, Pendwick, Claire, et puis, l'histoire va s'achever. Puis il y a eu un petit moment, alors, moi je dirais pause, toi dans les articles que j'ai pu lire te concernant, tu dis, transition. Quand on a, été longtemps, voilà, dans une même entreprise et que ça s'arrête, heu, on la gère comment cette pause, cette transition? Est-ce que c'est un moment pour souffler? Est-ce que c'est un moment où il y a eu du doute et auquel cas, comment tu l'as surmonté? Est-ce que ça a fait du bien? C'était quoi à ce moment-là? C'est vrai qu'il y a eu du doute parce que donc j'ai arrêté en fin 2019 et en me demandant ce que j'allais faire les années d'après. Mais en sachant tout de même que j'avais l'opportunité de travailler sur le Vendée Globe en 2020, donc avec l'équipe de Jacques Carès qui m'avait contacté pour remplacer Guillaume Évrard qui malheureusement ne pouvait pas assurer la fonction d'adjoint. Donc je savais que j'avais cet événement-là, mais en fin d'année d'après. Et je me suis effectivement demandé ce que j'allais faire de toute l'année, tout début d'année 2020, savoir si j'allais pouvoir trouver des missions, que ce soit en direction de course ou en organisation logistique, événements, voilà. Et par contre, il y a eu ce Covid qui a un peu freiné, mes, mes envies et mes recherches d'événements du coup, puisque pas simple de trouver du travail à ce moment-là.
Donc, j'ai profité de cette période pour prospecter un peu, pour regarder ce qui se passait autour de la voile à ce moment-là, et puis aussi prendre une petite pause, puisque finalement, au bout de 13 ans, ça fait pas mal de souffler et puis de voir où on veut aller. J'allais te poser la question, justement après cette espèce de petite pause. Alors on précise, Claire, elle s'est trouvée un petit bureau, une petite pièce un peu calme là dans ce Tour de France à la voile. On sent que ça commence à être un Ça peu commence à agité s'agiter. autour de toi. Dans cette petite pause et même s'il y avait le Vendée Globe, voilà, qui était là, hein, tu es arrivée à quelle conclusion après cette «petite pause» entre guillemets? Derrière cette question, je veux te demander, heu, qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit: «Je vais faire complètement autre chose», par exemple? Écoute, c'est vrai que après le Vendée Globe, ça s'est bien enchaîné. Donc, j'ai retrouvé un, ben, un ancien chef, on va dire, donc Mathieu Sarraut? Mathieu Sarraut, qui a monté une nouvelle structure avec Emmanuel Bachellery. Et c'est vrai que il y avait un peu une fidélité et on sait comment on travaille l'un et l'autre, donc je pense que voilà, il y a cette fidélité qui est restée, et il a fait appel à moi pour relancer lui la structure et m'occuper un peu de toute la partie nautique. Donc ça, c'était un point positif de pouvoir continuer dans ces organisations et aux côtés de personnes auprès de qui t'apprécies de travailler. Donc en fait, ça s'est bien enchaîné. Et puis après, moi, d'avoir quitté une structure, donc d'être à mon compte aujourd'hui, ça me permet aussi de travailler avec d'autres organisateurs, d'autres structures, et du coup de continuer à approfondir mes connaissances, d'apprendre d'autres choses. J'ai par exemple travaillé sur la Mini Transat, c'était l'année dernière. C'est une course et une classe que je connaissais pas du tout, puisque j'avais jamais travaillé dessus. Voilà, on apprend tous les jours et on continue d'apprendre tous les jours. Donc c'est chouette de pouvoir découvrir d'autres classes, d'autres organisations, d'autres skippers, voilà. Il faut quelle audace? Ou il t'a fallu quelle audace? Ou est-ce qu'il t'a fallu de l'audace justement pour, te mettre à ton compte? C'est quand même pas pareil de voilà, de se dire: «Bah, maintenant c'est moi toute seule, je me mets à mon compte et je vais aller, entre guillemets, hein, me vendre, un peu partout». Il y a ce sentiment de liberté, j'imagine, et en même temps, l'audace, il en faut à quel point? C'est vrai que la première année, tu te poses des questions, parce qu'après le Vendée Globe, je savais pas du tout ce que j'allais faire, et puis faut faire vivre, faut te faire vivre et faire vivre ta structure. Donc faut aller chercher des événements, comme je le disais au début, en fait, faut rester au contact du milieu pour pas se faire oublier, parce que autant quand tu fais partie d'une structure, on sait que tu es là et on sait auprès de qui faut aller pour avoir telle ou telle information. Là, quand tu es toute seule, faut rester au contact, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé des missions, comme j'ai dit, sur la Mini Transat, sur des transats Jacques Vabre en faisant de la logistique mer, voilà. Donc faut pas se faire oublier. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans ce métier? Aujourd'hui, là, après 20 ans, tu disais 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est vrai, quand tu y penses, c'était hier, mais il y a du temps qui a coulé aussi. Donc écoute, il y a toujours cette passion d'échange,
d'échanges avec les marins, de découvertes aussi, puisque comme je disais, tu apprends tous les jours, hein, donc je connais mon métier, mais il y a toujours des nouveautés qui apparaissent. Après, il y a dans les côtés sympathiques, il y a toujours des nouvelles destinations que tu connais pas forcément, donc parce que c'est un métier aussi où tu voyages beaucoup, donc tu découvres des nouveaux endroits, des nouvelles villes, voilà. Donc ça c'est toujours sympa. Et puis voilà, puis le milieu de la mer, quoi. Justement, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est un métier où tu voyages beaucoup. C'est quand même un métier qui est pas mal chronophage. Comment on gère aussi cette passion-là pour un métier comme celui-ci et sa vie perso? Bah écoute, comme je le dis souvent, je vis beaucoup mon boulot, donc voilà. Après là, c'est vrai que depuis que j'ai envie de dire, je suis à mon compte, je gère un peu mon temps comme je veux aussi. Donc c'est vrai qu'après les 13 ans à Paris, je suis retournée à La Rochelle, À la je maison? voilà, à la maison, donc je profite à la fois de chez moi, de ma famille, et puis après, tu prends ta valise et tu pars sur les événements. Et c'est vrai que par exemple cette année, je crois que je suis 10 jours chez moi entre chaque course. Donc c'est pas beaucoup de temps. Mais écoute, moi c'est ça qui me fait avancer et qui me plaît. Et qui te fait te lever le matin, j'imagine. C'est quoi ton rêve ultime, Claire? Mon rêve ultime, bah écoute, là je sais pas, continuer à vivre ces chouettes moments, même s'il y a des moments qui sont pas tous les jours faciles, mais continuer à évoluer dans ce milieu et continuer d'apprendre. Être directrice de course d'un Vendée Globe, par exemple, est-ce que c'est un rêve ultime, ça? Alors non, clairement non. Pourquoi? Parce que je pense que déjà je suis pas sûre d'avoir la stature pour quoi. Tu vois, j'ai pas navigué comme les Jean Morel, les Jacques Carès, qui ont quand même bourlingué pas mal autour des mers du globe. Et puis il faut avoir les épaules aussi pour comme tu disais tout à l'heure, je pense que même s'il le montre pas, il y a quand même une partie de stress, de doute à certains moments. Et moi, je sais que c'est des choses sur lesquelles il faut que je travaille et voilà. Mais euh, pour l'instant, non, c'est pas dans les c'est pas dans les prérogatives Et le rêve ultime, c'est et pas le encore rêve ça. ultime. Non. Quel regard tu portes sur, ces 20 années, justement? Pour quelqu'un qui, au départ, alors certes, avait une maman navigatrice, mais qui était pas non plus une dingue de la mer, elle me fait non de la tête et qui est, v bah, voilà, plus de 20 ans maintenant, après, une figure incontournable, de la course au large. Figure incontournable, Ouais, je sais peut-être que ça pas, mais t'agace, hein, mais laisse-moi dire, c'est moi qui dis. non, c'est vrai qu'avec sur toutes les courses auxquelles j'ai évolué, c'est vrai que maintenant, j'ai envie de dire, on me connaît et on reconnaît mes compétences. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, les organisateurs, les directeurs de course font appel à moi. Maintenant, Elle ne le dira pas. Elle ne le dira pas qu'elle est fière du chemin parcouru, je le sais. Elle dira que voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin en continuant d'apprendre tous les jours. oui, oui, je continue d'apprendre et puis de profiter de chaque instant de ces courses, de ces moments, des gens que tu rencontres et pour moi c'est ça qui fait partie de tous ces événements et de là où je suis aujourd'hui. T'as des idoles, Claire? Non, j'ai pas d'idole, mais
je pour moi, tous les marins, quels qu'ils soient, sont, alors c'est pas des idoles, mais sont, à mes yeux, voilà, des personnes qui ont chacun leur caractère, leurs compétences, leur façon d'être, et voilà. Mais non, j'ai pas d'idole. Par contre, tu es admirative de ce qu'ils font, de ces marins-là? Oui, je suis admirative parce que ce soit j'ai pas envie de dire les cadors ou les plus amateurs, ils vont jusqu'au bout des choses et de leur passion et de leurs rêves, donc oui, je les Est-ce que toi, admire. tu es allée au bout de ta passion et de ton rêve? Écoute, au bout de ma passion, oui, au bout de mes rêves, je pense que le rêve continue toujours, donc on va continuer à rêver. Eh ben, on va te laisser sur cette très belle phrase. Tu vois, j'avais la chanson de Jean-Jacques Goldman qui me venait en tête, là: «J'irai au bout de mes rêves, là où la raison s'achève». Et ben voilà. Bah, écoute, on te souhaite, de continuer à aller, les gratter ces jolis rêves. Merci d'avoir pris, du temps en plein, Tour de France à la voile. Merci aussi d'avoir, réussi à parler pendant 46 minutes, Claire. Ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va. Et merci en tout cas parce que, bah, voilà, tu clôt en beauté cette, saison 2 de Navigante. La 2e saison, c'est fini. Il y aura les rediffusions évidemment, cet été. On se retrouvera à la rentrée pour la saison 3. Ce sera le 21 août. Merci beaucoup Claire. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un très bel été. Merci Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.